Invité ce matin Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Alexis Corbière, bonjour. Bonjour, Manuel Valls était là à votre place hier matin. Je vote Emmanuel Macron, a-t-il dit, une prise de position irresponsable pour vous? Moi, je qualifierais pas les choses comme ça, dans la mesure où je ne suis pas dans les règles du jeu interne du Parti Socialiste et de la primaire. Vous avez été socialiste, oui, mais je sais, avec Jean-Luc Mélenchon, on a mené des combats au sein du Parti Socialiste, où d'ailleurs, parfois, on avait jugé bon de désobéir, notamment en 2005, quand il avait fallu mener campagne pour le non au traité constitutionnel européen. Vous voyez, on était des rebelles de ce parti, et on a fait le choix de le quitter, parce que c'est un parti qui est en train, de toute manière, qui s'est totalement moulé dans la Ve République. Et si on prend un peu de recul avec ce qui se passe, d'abord et avant tout, ce qui s'est passé hier, ici à ma place, quand Manuel Valls s'est exprimé, c'est un petit événement historique d'un certain point de vue. C'est la fin du Parti Socialiste. C'est l'effondrement, une étape majeure de l'effondrement de ce parti. Plus rien ne sera jamais comme avant. Et tout ça est un processus qui vient de loin. Ça n'est pas seulement Manuel Valls faisant cette déclaration qui a posé cet acte. Ça vient de l'ensemble des défaites, en plus politiques, des capitulations de ce parti. Franchement, ce qu'il faut reprocher à Manuel Valls, c'est pas ce qu'il a dit hier à ce micro, c'est sa politique qui a été menée quand il était en responsabilité. Que vous avez combattu. Mais bien sûr, parce que les Français comprennent rien quand même. Alors d'un seul coup, il deviendrait un homme qu'il faudrait insulter quasiment de la part de ses propres camarades, alors que quand il mettait en œuvre une politique scandaleuse, il y avait parfois une forme de soutien de la part des mêmes parlementaires aujourd'hui qui l'insultent. Tout ça, c'est leur monde, franchement, qui est en train de s'effondrer. Et en plus, je vais y revenir. Mais c'est fondamental pour comprendre le moment. Ça dépasse les hommes, ça dépasse Manuel Valls, ça dépasse y compris Benoît Hamon. Mais c'est vrai pour toute cette campagne présidentielle. Je le crois. C'est vraiment. C'est-à-dire que ça dépasse les partis politiques qui ont gouverné depuis 40 ans. Ouais, je crois que c'est ça qu'il y a de passionnant. Vous savez, il y avait une phrase, vous connaissez cet intellectuel antifasciste des années 30, Gramsci, qui quand il parlait de la crise, il disait la crise souvent d'ailleurs. Oui, mais c'est intéressant. Il disait, il parlait d'une autre époque. Mais la crise, c'est quand le vieux est en train de mourir, que le neuf peine à naître, et entre les deux apparaissent les monstres, disait-il. On en est là. Le vieux paysage politique est en train de mourir. Les Républicains, ça s'effondre. Le Parti Suisse s'effondre. Le neuf peine à naître. Le neuf, c'est ce que nous, on essaie de construire avec Jean-Luc Mélenchon. Mais il faut l'aider. Regardez, il y a une dynamique qui est là. Vous n'êtes pas seul à essayer de construire. J'entends bien, mais je veux dire, il faut bien comprendre qu'il y a un Est-ce que Marine Le Pen, c'est du neuf aussi? Non, justement, c'est ce que disait Gramsci, et entre les deux, les monstres apparaissent. Précisément, il y a une force politique, mais ça, c'est la vieille histoire de l'extrême droite, qui, dans ce monde de troubles, essaie d'apparaître comme une force sociale, comme une force, alors que fondamentalement, son projet, c'est la division, c'est le vieux projet xénophobe, selon moi, qui vise à dire, contrairement à la belle promesse républicaine, finalement, il y a les vrais Français, les faux Français, en fonction de vos convictions spirituelles. Il y a finalement le projet de Madame Le Pen, pour le dire de manière un peu plus, et c'est un désaccord majeur avec nous. C'est aussi considérer que il vaudrait mieux un bon capitalisme bleu, blanc, rouge, où les ouvriers français seraient heureux de se faire exploiter par des patrons français. Moi, je ne crois pas que ce soit une réponse au profond rejet des inégalités de ce pays. Mais voyez, on est dans ce moment. Pour revenir intermédiaire, avec Jean-Luc Mélenchon, nous travaillons à l'émergence d'une nouvelle, un mouvement politique, un mouvement citoyen d'abord, qui est d'abord pour ligne de conduite des droits nouveaux pour les citoyens. Place à la 6e République. Je vais revenir à Benoît Hamon, à son appel et au rejet de cet appel par Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière. C'est pas le. Je laisse dire. Vous allez expliquer. Mélenchon-Macron, il y a du respect mutuel. Moi, j'ai constaté que pendant le débat sur TF1, les deux hommes s'étaient respectés. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une complicité objective entre les deux hommes ou pas? Non mais et on a du respect aussi pour Benoît Hamon, je tiens à le dire. Je connais personnellement Benoît Hamon. Moi, je respecte ça. Il y a eu au cours de ces, ils s'étaient jamais vus de leur vie. Je dois avouer qu'il y a des moments où Jean-Luc Mélenchon, comme moi, a découvert avec une forme d'amusement l'agilité intellectuelle de Emmanuel Macron, qui lui permet parfois de ne rien dire tout en donnant l'impression de s'exprimer. C'est assez saisissant. Bon, voilà. Après, faut pas non plus. Est-ce qu'il y a une complicité objective pour effacer le PS? Ça se passe pas comme ça. L'effondrement du PS, de toute manière. Non, mais parce que sinon, ça donne trop l'impression, ce que vous dites, qu'il y aurait une grande astuce. Je veux dire, attention, Monsieur Macron, son projet politique est extrêmement dangereux pour le pays. Il veut ubériser la société, c'est-à-dire la précariser. Il veut s'en prendre dans notre système de retraite. Il est hors de question que nous ne soyons pas très clairs sur le fait qu'il y a un projet politique. Il est question de voter pour lui au second tour s'il est qualifié? Mais je vous ai dit, vous m'aviez, je crois, déjà posé la question. J'aime bien la franchise et la transparence. Posez la question aux autres. Que ferez-vous si Jean-Luc Mélenchon est au second tour? À ce stade, je mène campagne avec un objectif et je crois que c'est possible. Si je pose la question aux autres, vous répondez là? Vous m'inviterez. Moi, j'ai toujours dit, vous savez, je suis pas ma langue de bois. Au soir du premier tour, on parlera. Mais à ce stade, mon rôle, c'est à la fois, bien sûr, de dénoncer le danger de l'extrême droite. Jean-Frédéric Poisson ce matin me dire, si Macron et Le Pen sont au second tour, je ne voterai pas Macron.
Voilà ce qu'il m'a dit. Il dit ce qu'il veut. Moi, je me bats pour que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Je participe pas parce qu'au bout d'un moment, ça donne l'impression de nous inférioriser, de donner l'impression qu'il faudrait commenter les grands de ce monde qui seront au second tour. D'accord. Non. Parce que je pourrais vous poser la question sur Fillon-Macron, sur Le Pen-Fillon, sur. J'ai l'oreille fine et on peut. Allez, restons-en là. Alors restons-en là. Jean-Luc Mélenchon n'accepte aucun accord avec Benoît Hamon. D'ailleurs, c'est trop tard. Déjà, c'est trop tard. Je veux dire, la discussion, le sketch, il a duré il y a plusieurs semaines, il était clos. Nous, on a fixé une espèce de code de bonne conduite. J'ai entendu le Parti communiste français qui appelait à une candidature commune. J'ai entendu Benoît Hamon lancer un appel à tous les électeurs de gauche, aux insoumis, à Jean-Luc Mélenchon. Appel, je le cite, j'ai une position centrale, je suis le seul à pouvoir créer les conditions d'une majorité de gauche pour gouverner. Voilà ce qu'a dit hier Benoît Hamon. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est crédible que Benoît Hamon aujourd'hui a une position centrale? Non. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Je vais pas polémiquer, croiser le fer avec Benoît Hamon pendant des heures. Il s'agit de répondre. J'entends bien, mais il ne voit pas précisément ce monde nouveau qui se lève, les salles pleines de Jean-Luc Mélenchon, la dynamique qui est la nôtre. C'est là que ça se passe. Le nouveau monde, il s'écrit là. Et en quelque sorte, il y a des responsables de partis qui nous disent. Mais vous ne voulez pas du pouvoir, c'est ce que dit Benoît Hamon. Mais ça, c'est l'inverse. Justement, pour accéder au pouvoir, il faut donner toute sa possibilité que s'épanouisse ce profond mouvement citoyen aujourd'hui qui veut une nouvelle représentation politique des femmes et des hommes nouveaux et pas seulement l'addition de chefs à plume de partis qui se mettraient d'accord sur quoi d'ailleurs, Jean-Jacques Bourdin? Sur le fait qu'il faut se répartir des circonscriptions, faire une petite tambouille dans un coin et d'un seul coup tout ce mouvement citoyen qui nous rejoint leur dire les amis, rentrez à la maison, on s'est mis d'accord entre le chef de parti, dont notamment le parti qui a exercé des responsabilités qui étaient mauvaises pour le pays depuis 2012. Vous voyez, tout ça est un peu bloqué. C'est la raison pour laquelle nous disons, nous on avance, mais par ailleurs on est ouvert. Moi je peux comprendre le cœur de beaucoup de socialistes qui sont blessés à l'heure actuelle et il y a une possibilité que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour. Écoutez, François Fillon est à portée de main. On peut arriver, on peut le dépasser. On peut créer les conditions d'un seul coup. À portée de main, enfin. Il y aurait un vote caché pour François Fillon, vous y croyez? Un électeur sur deux, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, j'y crois très fort, n'a pas fait de choix, se cherche. Les gens veulent voter blanc ou s'abstenir. Il faut prendre au sérieux ça. L'abstention, c'est parfois l'ultime dignité civique de beaucoup de gens qui disent j'en ai tellement ras-le-bol de ce paysage politique que peut-être je vais m'abstenir. Je comprends ça. Mais je leur dis en même temps, si vous votez Mélenchon, on change le système. On peut passer en 6e République. Des droits nouveaux. La prise en compte du vote blanc, par exemple. Ce serait passionnant. Si un certain nombre de gens voteraient blanc, on pourrait considérer que l'élection devrait être refaite. La possibilité de révoquer les élus, ça c'est un droit nouveau. En cours de mandat, si telle ou telle personne qui a été élue ne fait pas ce pourquoi il a été désigné, je peux éventuellement le révoquer. Ça c'est des droits nouveaux qu'on veut mettre dans la 6e République. Et puis aussi, faut qu'on parle dans notre programme, la question tout de même du partage des richesses dans ce pays. Il en est temps, je vous ai écouté tout à l'heure en venant, le problème des petites pensions de retraite, ça suffit. Nous, il y aura pas une pension mais non, mais c'est fondamental. Mais je sais c'est fondamental. Augmenter le SMIC, nous on propose une augmentation de 180 € par mois, SMIC à 1300, aucune pension de retraite en dessous de 1000 €. Parce que tous ceux qui proposent là, notamment de rallonger la durée de cotisation des retraites, y compris d'ailleurs le candidat socialiste qui acte ce rallongement de la durée de cotisation, 62 ans aujourd'hui, 63 ans bientôt l'âge de la retraite, amène à ce que dans cette situation, il n'y a plus aucune pension. C'est très difficile du moins d'avoir son nombre de cotisations complètes. Et vous avez de plus en plus de retraités pauvres dans ce pays qui n'a jamais été aussi riche. C'est inacceptable. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça d'ailleurs qui permettra de faire reculer l'abstention, le dégoût. Ça c'est possible avec ce que nous sommes en train de construire avec la France insoumise. Est-ce que vous avez vu, tiens, François Fillon qui vient de déclarer qu'il était prêt à parler avec Manuel Valls au nom du redressement du pays? Peut-être se dirige-t-on vers François Fillon qui dit cette campagne est folle. J'ai toujours entretenu un dialogue constructif avec Manuel Valls qui est le tenant d'une ligne droitière au PS. Écoutez, je laisse les cuistots mijoter cette cuisine et cette tambouille entre eux. Non, je crois que là, Monsieur Fillon cherche à faire un petit coup. Le projet de Manuel Valls. Je le reçois lundi prochain. Vous lui donnez. Je lui poserai la question. Voilà, je ne suis pas porte-parole de François Fillon. Ah bon? Mais vraiment, moi, ce qui me frappe dans cette campagne, et vous aussi, j'en suis sûr, c'est de quelle manière tout un vieux personnel politique en vérité est totalement dans les choux, totalement. Quand vous additionnez actuellement, pardon, j'aime pas les sondages, mais regardons-les comme dans l'état d'esprit qu'ils créent.
les scores actuels attribués aux deux piliers de la Ve République, le PS et les Républicains, enfin la droite, ça fait 25% à peine. Vous imaginez, ça veut dire que 75% des gens qui déjà savent pourquoi ils vont voter ne veulent pas de ces partis, plus la seconde moitié dont on a parlé tout à l'heure, qui est que les gens qui n'ont pas fait de choix. Mais c'est incroyable. C'est ça qu'il faut comprendre. Le moment M dans lequel on est, ce moment M comme Mélenchon. Le Parti communiste qui lance un appel à une candidature, ça veut dire que le Parti communiste veut sauver ses élus? Mais voilà, je comprends pas très bien ce que font nos amis. Corbière, soyez franc. Non, mais vous n'êtes pas à langue de bois. Est-ce que ça veut dire que le Parti communiste veut sauver ses élus? Non, mais le Parti communiste, il cherche à être utile en fonction aussi de ses grilles d'analyse. Il cherche à sauver ses élus. Il fait campagne pour Jean-Luc Mélenchon, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Oui, enfin, c'est que ça qui m'intéresse. Moi, je sais. Il veut sauver ses élus et il pense aux législatives, vous le savez bien. Arrêtez d'avoir ce verbe comme ça un peu piquant après mes amis communistes. Ils font le plus important. Hier, on était, Jean-Luc Mélenchon était à Dieppe. Quoi? Je suis étonné que vous. Non, mais mon rôle de porte-parole, c'est de cultiver l'optimisme. Ah oui, je veux vous dire. Non, mais franchement. Et de ménager et de rassembler et de dire à tous ceux qui se reconnaissent dans la candidature Mélenchon, on avance. Et y compris même des socialistes. J'en connais beaucoup. Les amis, ce monde est en train de s'effondrer. Venez nous aider. On peut effectivement être la force politique nouvelle qui effectivement sera obligée de rassembler de toute façon. Sera obligée. Et que c'est pour ça que je veux pas que les choses soient mal dites. Jean-Luc Mélenchon, il veut pas faire cavalier seul. Ça, c'est des sottises. On est aujourd'hui 330 000 insoumis qui s'engagent. Ces meetings n'ont jamais été aussi nombreux. Bon sang, vous voyez tous les visages nouveaux, y compris, je vous en remercie, Jean-Jacques Bourdin, auquel vous donnez la parole, que ce soit moi ou d'autres. Jean-Luc Mélenchon, il y a une équipe, il y a un rassemblement qui est en train de se passer. Mais effectivement, moi je suis pas ministre, je suis prof de lycée professionnel, c'est mon métier, comme beaucoup de gens, je suis pas un professionnel de la politique, même si j'ai de longues années d'engagement. Oui. Et c'est ça, non mais je veux dire, ça empêche pas. Jean-Luc Mélenchon, lui, c'est un vrai professionnel de la politique. Oui, mais bien sûr, il est de cette génération-là. Ça fait combien de temps qu'il fait de la politique? 35 ans. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais même il a commencé quand il était jeune homme. Mais que les choses soient claires. En même temps, premièrement, sénateur, socialiste, engagé, mais quelle vie politique dans ce qu'on appelle le système. Oui, mais quelle vie politique toujours de rupture, d'opposition, de ne jamais se mouler dans ce qui était les convenances des directions. Non, mais attendez, je vous disais tout à l'heure, l'indiscipline par rapport aux règles du PS qui voulait faire passer ce traité constitutionnel en 2005, refus de la guerre du Golfe, on pourrait aligner toutes les fois où la voix de Mélenchon a tonné pour dire je n'accepte pas. C'est l'homme qui a dit non d'un point de vue politique à ce qui chaque fois était proposé par ceux qui amenaient au désastre. Pas de débat le 20 avril pour Jean-Luc Mélenchon sur France 2. Vous devriez dire plutôt nous féliciter, nous remercier d'être au débat du 4 que RMC ou du moins que BFM. Que les choses organise avec CNews, mais on est très heureux. Mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas au débat le 20? Alors que les choses soient claires. On a aucun... J'ai entendu Dupont-Aignan vous traiter de lâches. Oui, ce sont des lâches, ils n'ont pas de courage. Non, mais en plus, parce que vous n'êtes pas seul maintenant. Marine Le Pen, Macron. Je le dis à l'attention de Dupont-Aignan. Il y avait un vrai sujet. Il y avait un vrai sujet lors du débat sur TF1. Moi, ça ne m'aurait pas choqué qu'il soit autour de la table Dupont-Aignan, parce qu'il est un grand courant malgré tout de la vie politique. D'accord. Après, il y a un autre problème que même Monsieur Dupont-Aignan doit comprendre. Et moi, je respecte ce que Monsieur Dupont-Aignan, si je suis pas d'accord avec lui, mais qu'il entende aussi ce que nous disons, qu'il entende, qu'il cherche pas à faire du buzz sur ce que nous disons. Premièrement, on est allé au débat de TF1. Et je crois que Jean-Luc Mélenchon a démontré qu'on craint pas le débat. Deuxièmement, on est au débat du 4 avril. Mais là, France 2 nous propose une date à 24 heures. Ça a lieu jeudi soir. À partir de vendredi soir, il ne peut plus terminer. Donc, on crée les conditions d'un débat quand même à 11 qui est pas simple, à ce que quoi que ce soit, aucun des candidats. C'est une France malheureuse. Oui, et puis une organisation un peu bizarre. Une élection présidentielle. Du moins, toute une élection qui est construite se retrouve entre les mains d'une seule chaîne de télévision. Voilà, pour laquelle nous disons, est-ce qu'on peut pas trouver une autre date? Pourquoi? Avant le 17 avril, c'est possible. Pourquoi cette obstination à dire non, c'est que le 20? Je rappelle accessoirement que depuis d'autres candidats disent la même chose que nous et que même le CSA a en quelque sorte saisi France 2 pour leur dire ils ont raison, il faut trouver une autre date. Il est 50. Je voudrais terminer avec l'Europe. Parce que, encore une fois, il faut clarifier les choses, je crois. Dans la position de Jean-Luc Mélenchon, la Grande-Bretagne a engagé son départ de l'Union européenne, 2 années de négociations. Alors pour vous, c'est clair, si Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir, on est bien d'accord, s'il est président de la République, il va discuter avec tous ses partenaires de l'Union européenne, la France va rencontrer tous ses partenaires de l'Union européenne et demander une refondation des traités. Oui. On est bien d'accord. Et les exigences sont fortes. Alors, je les cite. Vous allez m'arrêter si je dis des bêtises. Fini l'indépendance de la BCE. On est bien d'accord. La Banque Centrale Européenne. Instauration d'un protectionnisme solidaire. Oui. Ça veut dire quoi, le protectionnisme solidaire? Ça veut dire des accords avec des pays où on voit qu'est-ce que c'est qui rentre, et éventuellement on taxe des produits
qui même des produits qui viennent d'un autre pays d'Europe. Oui, mais si ces produits sont fabriqués dans des conditions sociales absolument inacceptables, écologiques inacceptables, c'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, on n'accepterait plus aucun produit venu de Pologne, de Roumanie ou de... Alors c'est la raison pour laquelle vous allez le dire après, c'est quoi la bataille? C'est l'harmonisation fiscale et sociale notamment. Harmonisation fiscale et sociale. Non mais c'est fondamental parce qu'on peut décliner tous nos désaccords que nous avons avec cette Europe-là. Que les choses soient claires. Moi, je suis pour l'amitié entre les peuples. Mais ce qu'on a construit, c'est une machine dans laquelle... pour la paix. Oui, c'est important de le dire à l'heure actuelle, parce qu'il y a des discours parfois très excités qui consistent à se chercher des adversaires et à exacerber tous les dangers pour leur donner possiblement une issue pas bonne. Mais je reviens. Oui. Pas d'harmonisation fiscale et sociale, c'est aujourd'hui dans les traités. La Pologne dont vous parlez. Moi, j'en ai ras-le-bol que, par exemple, les salariés de la Saïta, je crois avoir même dit la même chose il y a 15 jours à votre micro, que je rencontre du côté de Clermont-Ferrand, ils vont partir l'entreprise en Pologne. Les Whirlpool, ils vont partir en Pologne. Les Fralib, là, vous savez, ces salariés magnifiques qui ont défendu la boîte. Les buralistes qui vont faire fabriquer leurs cigarettes, la nouvelle cigarette des buralistes en Bulgarie. Qu'est-ce que vous leur dites? Il y a un problème sur le fait qu'il n'y a plus d'emplois en France. Le buraliste, il a besoin aussi d'employés et de consommateurs français. Il fait fabriquer ses cigarettes en Bulgarie. Moi, je n'accepte pas qu'on détruise l'emploi pour les envoyer dans des pays uniquement parce que c'est des pays qui sont moins disants social. C'est un problème. Donc il faut travailler à l'harmonisation fiscale et sociale entre les pays. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer cette concurrence qu'on est en train de construire entre les peuples. De la même façon que la directive des travailleurs détachés, qui concerne entre peu près de 500 000 travailleurs en France, qui travaillent en ne payant pas les mêmes cotisations que leurs collègues de travail. Ce qui amène là encore une concurrence qui est inacceptable. Bon, tout ça c'est extrêmement dangereux. J'ajoute, mise au pas de la finance, il faut stopper le libre-échange et la libre circulation des capitaux, terminer la règle des 3% de déficit et moratoire sur les dettes publiques. Voilà, c'est tout ça, hein. Sur les exigences de la France. Merci Jean-Jacques Bourdin, je pense que les Français sont majoritairement d'accord avec ça. Bon, nous verrons ce qu'ils disent. Dans tous les cas, ce sont les exigences de la France. Bien sûr. Si les partenaires européens disent non, il y a référendum pour la sortie de l'Union européenne. On est bien d'accord. Ben oui, mais il y aura un moment de négociation. Ça ressemble étrangement quand même à Marine Le Pen, ça. Non, mais arrêtez avec ça, parce que si chaque fois qu'il y a une critique contre l'Union européenne... Non, mais c'est pas une critique. Non, mais j'entends bien, Jean-Jacques Bourdin. Quelle est la différence alors? Parce que, en vérité, je vais vous dire une chose. Le Front National, depuis 30 ans, ce sont des nationalistes. Ils ne veulent pas de solidarité entre les peuples. Et il faut réécouter tout ce que racontait le père Le Pen quand Madame Le Pen était sa directrice stratégique de campagne, l'aider. D'accord? Ça n'est pas la même chose que nous. Eux, de toute manière, je le disais tout à l'heure, eux, ce qu'ils veulent, c'est retour dans la France. D'ailleurs, la 5e République leur va très bien. Madame Le Pen l'a dit l'autre soir. Et ils sont pour ce que je décrivais tout à l'heure, ce capitalisme bleu, blanc, rouge, où les travailleurs français sont exploités par des patrons français. C'est ça qu'ils veulent. Moi, mon problème, c'est pas ça. C'est un autre partage des richesses. D'accord? Deuxièmement, la critique aujourd'hui de l'Union européenne que nous portons, c'est pas le projet européen, c'est qu'elle est libérale, cette Europe. D'accord? Elle est libérale. Donc écoutez ce que nous disons, notamment le combat que nous menons contre ces traités imposés au peuple d'ailleurs, mais c'est pas secondaire cette affaire, bon sang. Quand le peuple a eu la parole, il a dit non en 2005, et alors on lui a imposé. Quand François Hollande a été élu, il a dit je renégocierai le traité Sarkozy-Merkel, ça a amené beaucoup d'ailleurs à sa victoire, il a piétiné ça. Donc le fait de dire aujourd'hui, parce qu'on est dans un moment grave, si on fait rien, soit on laisse progresser une critique xénophobe de cette Europe, que ce soit en France ou dans d'autres pays européens, soit on permet que ce soit une critique sociale, écologique, humaniste qui soit portée à cette Europe en disant il faut créer des solidarités entre les peuples, mais ça ne peut pas être la règle du tous contre tous. Voilà ce que nous disons. Si Jean-Luc Mélenchon est élu, on va en discuter bien sûr dans un rapport de force et les Français seront tenus au courant et on en tirera des conclusions. Mais l'Europe, c'est clair qu'on la change ou à l'arrivée, comme vous dites, on la quitte. Si c'est pour être enfermé dans une Europe qui n'est que basée sur la concurrence, le tout argent, mais ça va plus. Julien, tweet, je termine, vous feriez bien, et il vous a écouté, de rallier Benoît Hamon avant de passer pour les fossoyeurs de la gauche à la manière de Manuel Valls. Bah Julien, écoute-moi, moi je parle pas comme ça parce que je crois que Benoît Hamon en plus c'est pas vraiment, regardez-le, en capacité d'être celui qui rassemble. Mais j'ai pas envie de répondre sur le même ton. Franchement, regardez ce qui est en train de se passer. C'est ça qui est. Il y a une dynamique nouvelle, il y a une force nouvelle qui naît, celle qui porte au cœur la 6e République, le grand changement, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais moi j'ai pas envie de faire la leçon. Je le dis, je serai loyal jusqu'au bout vis-à-vis de Julien, Benoît et tous. Merci Alexis Corbière d'être venu nous voir. 8h56.